programme vous est offert par Orange. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a entamé sa troisième journée de travail au Kasaï central. Ce mercredi, il a consacré sa journée d'abord à une visite d'un chantier de construction d'un barrage hydroélectrique, puis un marché populaire, question de s'imprégner du quotidien des habitants. Une série de meetings sera organisée le 29 juillet au stade Tata Raphaël et le 7 août à l'esplanade du Palais du Peuple. La majorité présidentielle entend soutenir le dialogue et l'enrôlement de nouveaux majeurs. Et puis importation du ciment gris en République démocratique du Congo, le gouvernement vient d'assouplir sa décision. Désormais, l'importation ne pourra se faire qu'à la présentation d'un contrat-programme suivant le modèle proposé par le ministère de l'économie. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. En séjour dans la province du Kasaï central, le chef de l'État, Joseph Kabila, a entamé sa troisième journée de travail ce mercredi, une journée consacrée d'abord à une visite d'un chantier de construction d'un barrage hydroélectrique. Ensuite, le président de la République a poursuivi sa journée en allant au contact de la population à l'occasion d'une visite d'un marché. Question de s'imprégner du quotidien des Congolais. Condensé de la journée avec Blaise Manzenza, notre envoyé spécial. Nous sommes à Tibicha, à près de 30 km de la ville de Kananga. C'est ici que Joseph Kabila a ouvert sa journée du mercredi 20 juillet. Le chef de l'État est venu inspecter le projet de construction d'un barrage hydroélectrique d'une capacité de plus ou moins 6 MW. Ce projet, qui entre dans le programme Desserte en énergie dans les Kasaï centrales, vient en appui de la centrale solaire inaugurée lundi et déjà opérationnelle. Suivant les explications du directeur général de la société Mégatron qui se charge du projet, les travaux vont débuter à la fin août et ne prendront que 18 mois. Juste après, direction l'est de la ville. Nous sommes à 50 km de la route qui mène vers Mbujimaï. Ici, le président de la République s'est mis en mode communion avec une population, l'obligeant à chaque fois d'interrompre sa ronde. Petit arrêt au village Mwanzangoma sur le pont portant le même nom. Kabila prend toutes les informations, activités commerciales et infrastructures. Il s'informe sur toutes les réalités et palpe le quotidien de ses concitoyens. Après des heures de marche, nous voici au village Mwambamboui, point de chute du périple bien accueilli par l'autorité traditionnelle. Nous sommes très contents de son arrivée, nous sommes flattés, nous connaissons que maintenant le problème qu'a notre groupement a une solution. Après la visite de la paroisse Sainte-Marie, en père de famille, Kabila va cette fois se rapprocher des orphelins et les personnes de troisième âge à la joie de la population qui lui témoigne son soutien. Que pour la première fois, l'Excellence, le président s'arrête, visite lui-même, voit nos réalités, nos difficultés. Nous espérons vraiment qu'il va réagir, surtout pour les hospices, les orphelins et les vieillards. Après une journée pleinement remplie, Joseph Kabila boucle sa journée sur une très belle note, content d'avoir rencontré sa population. Également dans l'actualité, la majorité présidentielle projette l'organisation des meetings populaires le 29 juillet au stade Tata Raphaël et le 7 août à l'esplanade du Palais du Peuple pour soutenir le dialogue et l'enrôlement de nouveaux majeurs. Cette annonce a été faite ce mercredi au cours d'une réunion du secrétariat général de la MP tenue sous la présidence d'Aubin Minakou. Le secrétariat général a aussi évalué la mise en œuvre des options du bureau politique sur le préparatif du dialogue national et inclusif. Le secrétariat général de la majorité présidentielle s'est réuni ce jour, 20 juillet 2016, sous la présidence du secrétaire général, l'honorable Aubin Minakou Ndjalanjoko, pour évaluer la mise en œuvre de dernières options politiques prises par le bureau politique au regard des préparatifs du dialogue politique national et inclusif
ainsi que du processus électoral. Et dans le but de soutenir la campagne de sensibilisation de l'autorité morale sur la nécessité de l'enrôlement et du dialogue politique, national et inclusif convoqué par le chef de l'État, la majorité présidentielle annonce la tenue d'un meeting le 29 juillet 2016 au stade Tata Raphaël, suivi d'une autre rencontre de ce genre le 7 août 2016 à l'esplanade du Palais du Peuple. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour renouveler l'engagement de tous les membres à soutenir le combat politique du président Joseph Kabila. La majorité présidentielle invite tous les partis, structures associées et les particuliers à se mobiliser pour prendre activement part à ces deux rendez-vous citoyens. Le président de l'Assemblée nationale a lancé ce mercredi les réseaux des jeunes parlementaires. La structure vise à créer un pool des lobbying des législateurs pour une meilleure prise en charge des questions de jeunes. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Paul Moyindo. Il est membre de ces réseaux. Bienvenue. Merci. Je précise que vous êtes également président de la commission Paix, Dialogue et Démocratie des jeunes parlementaires africains. C'est ça. Alors, première question, un réseau des jeunes parlementaires, qu'est-ce? Oui, un réseau parlementaire est un réseau en fait, qui réunit les jeunes élus au sein de l'Assemblée nationale. Et vous savez, depuis très longtemps, et selon l'histoire de l'Afrique, nous sommes au moins plus de 65% de la population au niveau africain constituée des jeunes. Au niveau de notre pays, il y a plus de 70% de la population constituée des jeunes âgés de moins de 30 ans. Mais lorsque vous allez au niveau du Parlement, nous sommes au moins 33% des jeunes au sein du Parlement. Donc nous avons un Parlement... Alors que le Parlement, vous parlez le Parlement avec les deux chambres? Bien évidemment. Au niveau de l'Assemblée nationale exclusivement? Exclusivement au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes autour de 33%. Si nous ajoutons le Sénat, on est autour de 34%. Ce qui ne représente rien. Ce qui ne représente rien. Et lorsque vous essayez de voir aujourd'hui comment les jeunes constituent, comment les jeunes sont entrés, n'est-ce pas, d'évoluer au niveau africain, même au niveau de notre pays, il y a une inadéquation entre la prise en charge des problèmes des jeunes et les politiques au niveau des différents gouvernements. Vous allez voir, par exemple, la pauvreté dans la classe des jeunes s'accroît de plus en plus. Vous allez voir, par exemple, la problématique de l'emploi pose de plus en plus de problèmes dans beaucoup de pays. Vous allez voir, par exemple, ce sont les jeunes qui sont dans le terrorisme, qui sont utilisés dans divers conflits de guerre et j'en pense. La question de la reproduction. Donc, il est de plus en plus important à ce que les jeunes leaders au sein des institutions puissent se mettre ensemble afin de mieux canaliser les problèmes des jeunes. C'est pourquoi nous avons, avec les autres, mis en place les réseaux de jeunes parlementaires. Mais pourquoi vous en avez pris conscience maintenant alors que vous l'auriez pris comme initiative au début de la législature, de votre mandature? Vous êtes pratiquement à la fin. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Il faut plutôt reconnaître que c'est peut-être que nous nous mettons ensemble. Mais je dois vous dire que le député, depuis le début, agisse d'une manière individualiste. Chacun, selon les questions qui sont posées, d'une manière personnelle pour les questions des jeunes. Par exemple, vous allez voir plusieurs initiatives qui sont des fois prises, c'est par les jeunes. Mais aujourd'hui, nous disons que nous devons au moins nous mettre ensemble. Toutes les initiatives individualistes posées pour l'intérêt des jeunes doivent cette fois-là être canalisées à travers un réseau. Et nous pensons que non simplement, même s'il nous reste 6 mois, il nous reste peut-être une année, mais ce que nous faisons, nous ne le faisons pas uniquement pour nous-mêmes. Après nous, il y aura des jeunes qui viendront, qui hériteront de ces réseaux que nous venons de mettre ensemble. Mais ça peut être aussi nous-mêmes qui allons revenir au mandat prochain. Mais nous disons, nous pensons que c'est le moment de penser à cette question-là, surtout aujourd'hui que les problématiques même des élections se posent aussi à terme des jeunes. Donc, si je comprends bien, dernière question, ça veut dire que la question des jeunes est traitée au niveau de l'Assemblée nationale accessoirement? Je dirais pas accessoirement. Et la particularité aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a une forte implication des institutions au niveau, autour de cette question-là. Particulièrement, aujourd'hui, on a reçu la visite et le réseau a été lancé
par le président de l'Assemblée nationale. Ce qui montre combien, n'est-ce pas, il y a une prise en charge par rapport à cela. Mais lorsque nous essayons de voir, par exemple, la même prise en charge au niveau du gouvernement, il y a un problème sérieux. Les conseils nationaux des jeunes ne reçoivent rien et pourtant il est budgétisé. Les problèmes d'emploi est mal orienté au niveau du gouvernement. Donc nous pensons que c'est une opportunité et c'est un engagement que nous, en tant que jeunes, nous avons pris et nous allons davantage vulgariser, sensibiliser tous les acteurs autour des problèmes. Merci beaucoup, Monsieur Paul Mohindo. Je rappelle que vous êtes membre du réseau des jeunes parlementaires. Vous êtes venu sur ce plateau pour nous parler du lancement de ce réseau. Je rappelle également que vous êtes président de la commission Paix, Dialogue, Démocratie des jeunes parlementaires africains. Merci d'avoir commenté l'actualité avec nous. Merci également. C'était le 7 juillet dernier que le gouvernement avait suspendu l'importation du ciment gris, des barres de fer à béton, du sucre en République démocratique du Congo. Le ministère de l'économie annonce cette fois que l'importation peut se faire, mais à condition qu'elle soit couverte par un contrat-programme suivant le modèle du ministère du tutelle. C'est une décision du gouvernement congolais interdisant l'importation du ciment gris et des barres de fer et du sucre en République démocratique du Congo. La décision est déjà à la base des spéculations sur le prix des produits visés et engendre de problèmes sérieux d'approvisionnement, provoquant à la carence des ciments gris dans le Congo central, particulièrement au marché de Lufu. Le prix du sac de ciment de 50 kg a augmenté de 50% à Kinshasa, passant de 10 000 à 15 000 francs congolais, soit de 10 à 15 $ américains. Pour les analystes, le gouvernement devait réévaluer les mesures d'import, soit réduire les taux des taxes ou carrément retirer son arrêté. Et voilà que le ministère de l'économie va dans un communiqué transmis à notre rédaction le 19 juillet recadrer les mesures pour une durée déterminée de 3 mois renouvelables. Elle concerne seulement les importations faites dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Mais le gouvernement pense plutôt que toute importation de ces produits doit cette fois se faire de la manière suivante. L'importateur doit avoir un contrat-programme suivant le nouveau modèle approuvé par le ministère de l'économie nationale à retirer auprès des divisions provinciales de l'économie pour examen et signature. Bref, une autorisation. Concernant l'affaire sur le prix du ciment gris, sachez qu'au terme d'une rencontre intervenue ce mercredi, il a été décidé de commun accord que désormais le sac du ciment gris sera vendu à 12,5 $. C'est le prix qui a été arrêté après concertation entre le gouvernement par le biais du ministère de l'économie nationale et les opérateurs économiques impliqués dans l'importation et la production du ciment gris. Pour les autres produits, les concertations vont se poursuivre entre toutes les parties concernées. Le gouvernement met en garde tous les spéculateurs et promet des sanctions. Comme il en est de coutume, la société minière Kibali Gold Mine a tenu son point de presse trimestriel hier mardi à Kinshasa. Malgré le contexte mondial défavorable, Kibali est dans la bonne voie pour atteindre son objectif annuel de plus de 600 000 onces d'or et que la mise en service de la mine souterraine est prévue pour juillet 2017. Dans le projet de développement communautaire, Marc Bristow, manager de la société, a évoqué la signature par les autorités de l'un des 3 arrêts sur le projet d'huile de palme ainsi que la mise en œuvre de la centrale hydroélectrique. Atteindre une production de 600 000 onces d'or d'ici la fin de l'année, telle est la cible de production de Kibali Gold Mine. Pour cela, de progrès importants ont été réalisés malgré le contexte mondial très particulier causé par la baisse du prix des matières premières. Le bilan a été très défiant, mais nous sommes dans le bon et nous gardons nos mêmes objectifs tels que nous avons dit. D'ici la fin de l'année, nous allons produire 600 000 onces et nous sommes en tout cas sur la bonne lancée. Au sujet de la fondation Nos Vies en Partage, initiée par le top manager des Rangols, Marc Bristow, pour lever des fonds en faveur des nécessiteux, le Safari Moto a réussi son pari, mais a aussi permis aux voyageurs de découvrir l'immense beauté de la RDC. La levée de fonds de 3 millions, nous ne sommes pas loin de là et je crois que nous avons atteint cet objectif et nous allons publier les rapports d'ici là. Un véritable agent de développement avec une main-d'œuvre à 90% nationale, Kibali a octroyé, comme il en a l'habitude, de bourses aux étudiants télénikines ayant distingué dans la faculté de géologie et qui sont dorénavant agents de la société. Un sentiment de joie, un sentiment de celui qui retrouve quelque chose de meilleur et de bonheur après avoir longtemps combattu pour un grand challenge. Quand vous octroyez une bourse comme ça, nous ne pouvons que remercier avec ça l'entreprise Kibali d'avoir reconnu nos efforts fournis à l'université. Avec un investissement de plus de 2,5 milliards de dollars américains, ayant contribué au développement de la province du Haut-Touélé,
dont la création d'entreprises d'huile des palmes, le financement des projets locaux, la reconstruction des infrastructures de base et d'intérêt commun, Marc Bristow s'est vu honoré par le cadre de la Grande Orientale pour ses services au-delà du patriotisme. Les propriétaires des taxis communément appelés Ketch ont 48 heures à partir de ce mercredi pour déteindre les vitres de leurs véhicules. La décision est du commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa. Après plusieurs plaintes d'enlèvement et d'agression, dépassé ce délai qui commence à courir ce mercredi, la police de circulation routière est instruite de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire respecter la mesure énoncée. Cette mesure entre dans le cadre du renforcement de la sécurité routière, comme l'explique le commissaire provincial de la police de Kinshasa. Vous avez suivi que ces voitures-là ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont eu à poser des actes de banditisme à travers la ville et que c'est à bord des gens qui sont à bord de ces voitures qui braquent, qui ravissent les biens d'autrui et qui ont été arrêtés. Nous comprenons que dans leur modus operandi, et que ces voitures-là constituaient un moyen de transport où on ne pouvait pas facilement les identifier. C'est comme ça que l'autorité urbaine, dans ses instructions, il a demandé à la police de prendre cette mesure-là pour arrêter l'hémorragie. C'est quoi, c'est ça? Les conducteurs de ces véhicules, qui sont principalement concernés, saluent une mesure qui va rassurer la sécurité dans la ville et permettre aux usagers de faire confiance à ce type d'automobile, modèle qui est de plus en plus utilisé pour le transport en commun. Nous sommes d'accord avec ces dispositions sécuritaires qui permettra à ce que nous puissions travailler dans la tranquillité, qu'on ne soit pas indexé. Souvent la cible de cette nouvelle forme de banditisme, les conducteurs de transport en commun s'inquiètent du degré d'infiltration de leur métier par les oiseaux de mauvais augure. D'éteindre les vitres, ils sont d'accord, mais une question se pose. Moi demain, je vais devoir m'exécuter, mais un problème se pose en rapport avec les véhicules d'origine ayant les vitres fumées. À cette question, le général Célestin Kanyama déclare se conformer à la loi. La loi est dire c'est la loi, mais que voulez-vous que je dise? Mais le plus important, c'est la paix. C'est à leur avantage, c'est à l'avantage de la population. On ne peut pas passer outre. Je crois que c'est question de se conformer. Quoi qu'il en soit, les propriétaires de ces véhicules n'ont plus que quelques heures pour se conformer s'ils ne souhaitent pas avoir les démêlés avec la justice. Dans le Haut-Katanga, on signale que le corridor de petits commerçants transfrontaliers a été ouvert hier mardi à Kasumbalesa. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de province, Jean-Claude Kazembe. Ce couloir permettra à la DGDA de canaliser les recettes du trésor public et les services compétents assureront efficacement le contrôle de tout ce qui entre au pays. Enfin, le couloir des piétons est inauguré à la frontière de Kasumbalesa. Une cérémonie grandiose présidée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, marque l'ouverture du piétonnier qui doit servir de passage aux petits commerçants transfrontaliers. C'est par ce couloir que vont passer toutes les marchandises qui passaient autrefois par la contrebande de Bilanga et la population doit apprendre le civisme fiscal, exhorte Erika Takafota, directeur provincial de la Direction générale des douanes et accises. Va permettre à ce que nous puissions bien encadrer les trafics frontaliers. J'exhorte la population au civisme fiscal. En payant son impôt, on contribue au développement du pays. Et aussi, lorsque la marchandise est bien canalisée, on sait bien contrôler la qualité de tout ce qui entre pour permettre à ce que la population ne puisse pas souffrir en ce qui concerne la consommation de produits de mauvaise qualité. En présence d'une foule immense et une forte délégation de la Zambie, le gouverneur accompagné par la vice-gouverneur Biyu Mushitukat et les membres du gouvernement provincial a procédé à la coupure du ruban symbolique aux couleurs congolaises d'un côté et zambiennes de l'autre, une marque de la fraternité qui existe entre les deux pays voisins. Le piétonnier comporte deux voies, dont l'une destinée aux importations et les passages des Zambiens qui font le commerce transfrontalier, et l'autre sert les petites exportations des Congolais qui doivent obtenir au préalable le jeton de visite frontalier pour ceux qui se limitent à la frontière sans faire usage de leur passeport ou de laisser passer.
Le mot d'ordre a été déjà donné par le directeur provincial de la douane. Les agents commis à la frontière de Kasumbalesa doivent travailler avec une bonne conscience professionnelle. Toujours dans le Haut-Katanga, dans sa tournée de sensibilisation, le gouverneur de province, Jean-Claude Kazembe, a axé son discours sur les questions de développement à Sakania. Sur place, la population lui a réservé un accueil plus que chaleureux. Après 2 heures de route, le gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda arrive à Mokambo, dans le territoire de Sakania. Il y est chaleureusement accueilli. Toute la cité vient à sa rencontre. Le gouverneur fait une procession pour communier avec ses administrés qui sont heureux de le voir dans leur milieu pour la première fois depuis son avènement à la tête de la province. Point de chute, à la place de la gare. Le décor est planté. Le gouverneur sera invité par le chef de cité à prendre parole pour étancher la soif des spectateurs. Dans son adresse, Jean-Claude Kazembe Moussonda aborde plusieurs points, c'est notamment la vision du chef de l'État sur le développement du Haut-Katanga, les différents projets pour la transformation de Mokambo, avec en toile de fond celui de village agricole. L'amour du travail et l'autoprise en charge sont des préalables. Le premier des Hauts-Katangais stigmatise l'attentisme. Les questions liées au processus électoral et la convocation du dialogue national inclusif ont été élucidées. Jean-Claude Kazembe Moussonda a invité ses administrés à l'enrôlement massif dès le lancement de l'opération. Le travail. Privés de l'électricité en provenance de la Zambie depuis plus de 3 mois, les habitants ont soumis cette doléance au gouverneur. Plusieurs autres problèmes prioritaires ont été résolus sur place, avec la remise d'une somme d'argent au chef de cité. Concernant l'électricité, le gouverneur a promis de rencontrer les autorités zambiennes pour une issue favorable. Un mot sur la culture avec l'organisation très prochaine du Festival international de la musique chorale à Pékin en Chine. Cette compétition des musiques va mettre en face près de 200 groupes venus du monde, dont 2 de l'Afrique, outre l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, en lice avec la chorale Vox Disposa. On en parle justement dans ce journal avec le docteur Daniel Kiosi. Il est directeur artistique de ce groupe. Bienvenue et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, voulez-vous nous présenter brièvement votre groupe, votre chorale? Alors, Vox Disposa, en bref, c'est un groupe professionnel, une chorale de musique classique tout d'abord, traditionnelle et moderne, qui regroupe plusieurs jeunes, plusieurs talents issus des différentes chorales de renom de la capitale. Et ces jeunes se sont mis ensemble pour partager, au-delà de leurs multiples occupations, de leur profession, cette passion, la musique, et de mettre ensemble leur voix. Voilà, d'où le nom du chœur Vox Disposa. Voilà, comment se fait-il que votre chorale soit celle qui va représenter la RDC en Chine? 2 pays africains seulement, dont la RDC. Voilà, mais je crois que tout est parti d'une petite histoire. À son passage ici à Kinshasa, le président international de musique chorale, M. Thierry Thiébaut, un Français, en passage à Kinshasa, découvre le groupe. Il rentre et il nous adresse une invitation avec ses collaborateurs chinois. Parce qu'il était impressionné. Il était tout simplement impressionné, ébahi de voir ce jeune groupe, 4 ans seulement d'existence, de faire de telles choses, de telles performances. Autant de performances. Voilà, Alors, de performances. Le départ pour Pékin est prévu pour quand? Est-ce que vous en avez le moyen pour le déplacement? Le départ pour Pékin est prévu pour ce dimanche 24 juillet. Les moyens, nous les avons. Nous avons des billets d'avion qui nous ont été généreusement offerts par la communauté chinoise, disons l'ambassade de Chine, sous l'initiative de son Excellence Monsieur l'ambassadeur Wang Tongxin de la Chine. Et aussi les visas, nous les avons, parce que ces visas nous ont aussi été offerts gratuitement par la communauté chinoise, et notamment les chefs d'entreprises chinoises basées ici en RDC. Dernière question, face à 187 groupes, pensez-vous être en mesure de ramener au pays un prix? Je dirais que nous sommes plus que sûrs. Nous avons travaillé d'arrache-pied et c'est un défi
nous allons représenter la RDC, nous allons représenter l'Afrique et nous sommes sûrs qu'à notre retour, nous apporterons le trophée. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités de nous soutenir, surtout moralement, et à toute la jeunesse congolaise derrière nous, de nous porter en prière, de nous porter vraiment dans son cœur pour que nous puissions faire des choses de façon convenable. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Kiouzi. Je rappelle que vous êtes directeur artistique du groupe Vox Disposa et vous serez présent au Festival international de la musique chorale à Pékin en Chine. Bonne chance à vous et à votre groupe. Merci. Représentez valablement les couleurs congolaises. Merci. On va se quitter avec du sport. Une des sélections d'âge de la RDC prendra part au tournoi de l'Union de la Fédération de football d'Afrique centrale. Le tournoi est prévu à Brazzaville du 25 au 31 juillet. Les léopards de moins de 17 ans, puisque c'est de cette sélection qu'il s'agit, ont démarré depuis lundi avec la préparation au stade de Martyr. La sélection réunit dans la capitale congolaise les joueurs en provenance notamment du Congo central et de l'ancienne province du Bandundu. Ce mercredi, c'était le jour de la 3e séance. Doudoumbala nous en dit plus. 4 ballons par groupe. Allez, chaud. C'est une préparation purement technique basée sur les fondamentaux de l'heure à laquelle participent depuis lundi les léopards de la République démocratique du Congo des moins de 17 ans. Et ce mercredi au stade des Martyrs, c'était autour de la récupération et de la fixation. Cette sélection d'âge, dirigée par Eric Chibassou, affûte ses armes en prévision de la Coupe de l'Unifac prévue à Brazzaville à partir du 25 juillet prochain. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe U17, qu'on avait déjà présélectionnée en fin d'année passée, a eu à avoir forfait pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde de la catégorie. Donc la fédération a cherché absolument à ne pas tuer l'équipe et à nous inscrire à un tournoi de l'UNIFAC, le tournoi de l'Afrique centrale, qui se déroulera au Congo-Brazza. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec les joueurs. Et de la capitale, Kinshasa, où se passent les entraînements, ils s'apprêtent à former une ossature à même de rivaliser d'ardeur. C'est donc un groupe composé des hommes talentueux. Nous avons pris les provinces environnantes. Donc on a des joueurs du Congo central et du Bandundu, dont le meilleur buteur du Bandundu qui est là aussi. Au Congo-Brazzaville, ces fauves congolais ils vont avec un seul objectif, ramener les trophées. À Brazzaville, justement, c'est d'apprendre, de côtoyer les meilleures équipes africaines centrales de la catégorie, de pouvoir jouer. On est des compétiteurs, on ne va pas là-bas en victime expiatoire, mais le but d'abord premier, c'est d'abord de les décomplexer un peu de ce haut niveau international. Même son de cloche chez les athlètes qui promettent démouiller le maillot. La décision morale qui remporte le titre. Ouais, l'ambiance est là, on se prépare vraiment fort, on est tous déterminés pour faire de bonnes choses et plaire nos dirigeants, pourquoi pas le pays. Cette préparation qui a démarré sous une bonne ambiance augure un avenir porteur des plans d'espoir. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous en rappelle les principaux titres. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a entamé sa 3e journée de travail au Kasaï central. Ce mercredi, il a consacré sa journée d'abord à une visite d'un chantier de construction d'un barrage hydroélectrique, puis un marché populaire. Question de s'imprégner du quotidien des habitants. Une série de meetings sera organisée le 29 juillet au stade Tata Raphaël, le 7 août à l'esplanade du Palais du Peuple. La majorité présidentielle entend soutenir le dialogue et l'enrôlement des nouveaux majeurs. Et puis importation du ciment gris en République démocratique du Congo. Le gouvernement vient d'assouplir sa décision. Désormais, l'importation ne pourra se faire qu'à la présentation d'un contrat-programme suivant le modèle proposé par le ministère de l'économie. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.
Alors, le tour d'horizon de titres à la une des journées du net, c'est la revue de presse d'Arlette Boutella. Bienvenue et bonsoir. Merci, Floride. Alors, on va commencer votre revue de presse avec ce titre interpellateur. L'opposition n'est pas une blanchisserie. Et oui, faisant allusion au meeting du Sphinx de Limité le 31 juillet prochain, Forum de ZAS constate que le G7 dégaine plutôt déjà cette plateforme de l'opposition annonce les couleurs du meeting et place cette manifestation sous triple revendication, respect de la Constitution, relance du processus électoral conformément à la loi fondamentale et alternance démocratique. Le parti de Jean-Pierre Bemba, lui, rejette le meeting de l'opposition annoncé à Kinshasa et accuse presque ouvertement Floride, le G7, de vouloir jouer le premier rôle au sein de l'opposition alors que ses principaux acteurs ont participé à beaucoup d'abus du pouvoir. 7/7 revient sur les propos de Fidel Babala. Le MLC n'a pas été créé pour être suiviste et le MLC n'est pas concerné par ce meeting. Le secrétaire général adjoint du parti est très proche de Jean-Pierre Bemba, dont ils sont accusés d'ailleurs conjointement dans l'affaire de subornation des témoins par le procureur de la Cour pénale internationale. Note par ailleurs que la direction du MLC s'indigne de n'être pas associée à l'organisation de ce grand rassemblement de l'opposition dont elle ne connaît pas à l'heure actuelle les tenants et les aboutissants. Personne n'a contacté le MLC. Qui est l'organisateur de ce meeting et comment va se passer, s'interroge-t-il. D'un ton ferme, Babala appelle le G7 à la modestie, tout en rappelant que le G7 avait défendu la révision constitutionnelle au moment où l'opposition, du moins la vraie opposition selon le MLC, se battait pour la contrer. L'opposition n'est pas une blanchisserie pour des gens qui viennent d'arriver, dixit Fidel Babala. Alors, à compte-gouttes, c'est le deuxième titre de votre revue de presse et ça ne sera fini. Voilà, et dans 10 jours exactement, soit le 30 juillet 2016, la Commission électorale nationale indépendante va devoir procéder à partir de la province du Nord Ubangui dans l'ex-Équateur au lancement de l'opération enrôlement des électeurs, indique le rasoir de la prospérité. Cette opération bénéficie du soutien tous azimuts du gouvernement de la République. Le chef de l'État Joseph Kabila ne manque dans ses différentes sorties à l'intérieur du pays d'en parler à l'opposition. Certaines plateformes ne considèrent guère cette démarche et il est là, tout le problème commence et des questions, pourquoi doit-on procéder par un enrôlement sélectif, c'est-à-dire prendre une province lointaine en sautant les plus proches et aller ailleurs. Et finalement, pourquoi une opération enrôlement à compte-gouttes? Au rédacteur de répondre, autant le gouvernement peine à décaisser les fonds à la CENI, autant il le fera à compte-gouttes pour expliquer ceci ou cela. Enrôlement des électeurs, de son côté, souligne le G7. Il ne s'agit pas de la révision du fichier électoral, mais bien de sa refonte totale, relève le site onusien. Cette option consacre le non-respect du délai constitutionnel, soutient Charles Mwando. Pour lui, l'opération de la révision du fichier électoral que va lancer la CENI est une autre forme de recensement de la population. Le G7 accuse l'institution de refuser délibérément de publier le calendrier électoral et de subordonner cette publication à la tenue du dialogue politique. La CENI, quant à elle, attend de lancer l'opération le 31 juillet et l'opération devrait durer 16 mois. Fin de votre revue de presse. Merci Arlette d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'1 heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.